D'accord, meule de foin, dit Richie. À ton tour. Les deux rouquins ont fumé toutes leurs sèches et une bonne partie des miennes, et il commence à se faire tard. Ben jeta un coup d'œil à l'horloge. Oui, il est tard, près de minuit. Juste le temps de raconter une autre histoire, se dit-il. Une autre histoire avant minuit, histoire de nous garder en forme. Mais quelle histoire? Cette dernière remarque n'était bien entendu qu'une plaisanterie, et encore fort médiocre. Il ne reste qu'une histoire, ou du moins il ne se souvient que d'une histoire, celle des chevrotines d'argent. Comment ils les fabriquèrent dans l'atelier de Zangdenbrou dans la nuit du 23 juillet, et comment ils les utilisèrent le 25. J'ai aussi mes cicatrices, dit-il. Vous vous souvenez? Beverly et Eddie secouent négativement la tête, mais Bill et Richie acquiescent. Mike reste silencieux, le regard attentif, les traits tirés de fatigue. Ben se lève et déboutonne la chemise de travail qu'il porte. Il en écarte les pans et une ancienne cicatrice en forme de hache apparaît. Même si les lignes zigzaguent, son ventre était beaucoup plus rebondi à l'époque où la cicatrice a été faite, on peut encore identifier la forme. Mais une deuxième cicatrice, plus profonde et plus nette, part de la barre du hache. Elle a l'air d'une corde de pendu tire-bouchonnée dont on aurait coupé le nœud coulant. Beverly porte une main à la bouche. Le loup-garou, dans cette maison. Oh, Seigneur Jésus! Elle se tourne vers la fenêtre comme pour vérifier s'il ne rôde pas dans les ténèbres. C'est exact, dit Ben. Et veux-tu que je te dise quelque chose de drôle? Cette cicatrice n'était pas là il y a 2 nuits de ça. La carte de visite de Henry s'y trouvait bien. Je le sais parce que je l'ai montrée à l'un de mes amis, un barman du nom de Ricky Lee chez moi à Hemmingford. Mais celle-ci, il a un petit rire sans joie et se reboutonne. Celle-ci vient juste de revenir. Comme celle sur nos mains. Oui, approuva Mike. Le loup-garou. Nous avons tous vu qu'il s'agissait du loup-garou cette fois-là. Parce que c'est comme ça que Richie l'avait vu la fois précédente, murmure Bill. C'est bien cela, non? Oui, dit Mike. Nous étions très proches, n'est-ce pas? S'émerveille Beverly d'un ton nostalgique. Proches au point de lire dans la pensée les uns des autres? L'ignoble gros poilu a bien failli se faire une jarretière avec tes intestins, Ben, dit Richie. Mais il est loin de sourire. Il repousse ses lunettes rafistolées sur le haut de son nez. Il a l'air hagard derrière ses verres. Cela, plus son teint blême, lui donne l'air d'un spectre. Bill t'a sauvé la mise, dit Eddie abruptement. Je veux dire, c'est Bev qui nous a tous sauvés, mais si tu n'avais pas été là, Bill... Oui, vient confirmer Ben. J'étais comme perdu dans un palais des glaces. Bill a un geste bref en direction de la chaise vide. Stan Uris m'a donné un coup de main, et il a payé pour cela. Il est même peut-être mort à cause de cela. Ben Ascombe secoue la tête. Ne dis pas ça, Bill. Mais c'est vrai. Et si c'est ta faute, c'est aussi la mienne. C'est la faute de tout le monde parce qu'on a continué. Même après Patrick et ce qu'il y avait décrit sur le réfrigérateur, nous avons continué. Au fond, c'est surtout ma faute avant tout, je crois, car je voulais que nous continuions tous. À cause de George. Peut-être aussi parce que je croyais que si je tuais ce qui avait tué George, mes parents t'aimeraient de nouveau? Demande doucement Beverly. Oui, bien sûr. Mais pour Stan, ce n'était la faute de personne en particulier, à mon avis. Cela te tenait à ce qu'il était. Il était incapable d'y faire face, intervint Eddie. Il pense aux révélations de Mr. Kinney sur son asthme, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à se servir de son médicament. Il se dit qu'il aurait pu se défaire de l'habitude d'être malade. C'est de l'habitude de croire qu'il n'a pas pu se débarrasser. Et étant donné la manière dont les choses ont évolué, cette habitude lui a peut-être sauvé la vie. Il a été magnifique ce jour-là, dit Ben. Stan et ses oiseaux. Le groupe est parcouru d'un murmure rieur, et tous regardent en direction de la chaise où il aurait dû se trouver assis. Dans un monde juste et sain, un monde où les bons gagnent tout le temps. Il me manque, pense Ben. Dieu qu'il me manque. Richie, tu te souviens de la fois, dit-il à voix haute, où tu lui as répété qu'on t'avait raconté quelque part qu'il avait tué le Christ, et qu'il t'a répondu sérieux comme un pape? Moi, non. Je pense que c'était mon père. Oui, je m'en souviens, dit Richie, si bas que sa réponse est à peine audible. Il tire un mouchoir de sa poche, enlève ses lunettes, range son mouchoir, et c'est sans quitter ses mains des yeux qu'il reprend. Pourquoi ne leur racontes-tu pas, Ben? Ben regarde autour de lui, puis acquiesce. Très bien. Encore une histoire avant minuit, juste pour nous garder en forme. C'est Bill et Richie qui avaient eu l'idée des balles. Oh, pas tout à fait, l'interrompt Richie. C'est Bill qui y a pensé le premier, et il a été le premier à devenir nerveux. J'ai commencé à m'inquiéter.
Cela n'a pas réellement d'importance, je crois, le coupe Ben. On a rudement bossé à la bibliothèque tous les trois cet été-là. Nous voulions découvrir comment fabriquer des balles en argent. Le métal, je le possédais. 4 $ d'argent qui me venaient de mon père. Puis Bill a commencé à se faire du mouron quand il s'est mis à s'imaginer dans quel sale drap nous serions si jamais l'arme s'enrayait au moment où une espèce de monstre serait sur le point de nous sauter à la gorge. Et quand il s'est rendu compte que Beverly était d'une stupéfiante adresse avec sa fronde, nous avons fini par renoncer aux balles pour fabriquer à la place des billes, comme de grosses chevrotines. Nous avons pris ce qu'il fallait, puis nous nous sommes tous rendus chez Bill. Toi aussi, Eddie. Oui, j'ai raconté à ma mère que nous allions jouer au Monopoly, confirme Eddie. Mon bras me faisait vraiment mal et il me fallait marcher. Elle était tellement furieuse contre moi qu'elle ne m'aurait pas amené. Je sautais en l'air à chaque fois que j'entendais des pas derrière moi, croyant que c'était Bowers. Mais ce n'était pas ça qui me soulageait. Bill sourit. En réalité, nous avons regardé Ben fabriquer les munitions. Je crois que Ben aurait été capable de fabriquer des balles, des balles d'argent. Oh, je n'en suis pas aussi convaincu, proteste Ben, qui cependant en est encore sûr. Il se souvient du crépuscule qui s'avançait paisiblement dehors. Mrs. Denbrough avait promis de tous les ramener en voiture. Du chant des grillons dans l'herbe, du clignotement des premiers vers luisants au-delà des fenêtres. Bill avait soigneusement disposé le Monopoly sur la table de la salle à manger, comme s'il jouait déjà depuis une bonne heure. Il se rappelle cela, il se rappelle aussi le rond net de lumière jaune qui tombait sur l'établi de Zach. Il se rappelle Bill déclarant « Faut faire bien attention, pas question de laisser de bazar. Mon père serait Il fit chuinter un certain nombre de F. Furax, finit-il par dire. Richie, d'une manière burlesque, esquissa le geste de s'essuyer les joues. Tu ne fournis pas les serviettes avec les douches, Bill la bafouille? Bill fit semblant de lui donner un coup de poing. Richie prétendit avoir très peur et protesta de sa voix négrillon du sud. Ben ne s'occupait pas d'eux. Il surveillait simplement les gestes de Bill qui déposait un par un les outils sur l'établi à côté du matériel. Plus ou moins consciemment, il se disait qu'il aimerait bien avoir un jour une installation aussi perfectionnée, mais l'essentiel de ses réflexions allait à la tâche qui l'attendait. Elle ne posait pas autant de problèmes que la fabrication de balles d'argent, mais elle n'en était pas pour autant facile. On n'est pas excusable de faire un mauvais boulot. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui avait appris ou qu'il aurait entendu dire. Il le savait, un point c'est tout. Bill avait exigé que Ben fût responsable de la fabrication des billes, tout comme il avait exigé que Beverly fût responsable de la fronde. C'étaient des choses dont on pouvait discuter, elles l'avaient été, mais ce n'était que 27 ans plus tard, en racontant l'histoire, que Ben prit conscience que pas un seul d'entre eux n'avait émis le moindre doute sur le fait qu'une balle ou une bille d'argent arrêterait automatiquement un monstre. Ils avaient de leur côté le poids de ce qui paraissait être des milliers de films d'horreur. « Parfait, dit Ben, en faisant craquer ses articulations, les yeux levés sur Bill. « As-tu les moules ?»« Oh, fit Bill, sursautant légèrement. Les voici. » Il porta la main à la poche de son pantalon et en sortit un mouchoir qu'il déplia sur l'établi. À l'intérieur se trouvaient 2 boulettes d'acier de couleur terne, chacune avec un petit trou. C'étaient des moules à roulement. Après s'être décidés pour des billes au lieu des balles, Bill et Richie étaient retournés à la bibliothèque pour s'initier à la fabrication des roulements à billes. « Vous êtes débordants d'activité, les garçons !» s'était exclamé Mrs. Starrett. « Les balles une semaine, les roulements à billes une autre, et dire que ce sont les grandes vacances !»« On aime bien apprendre les choses, répondit Richie. N'est-ce pas, Bill ? Oui, exact. Il s'avéra que la fabrication de roulements était la simplicité même, une fois que l'on disposait de moules adéquates. Une ou deux questions anodines, apparemment, posées à Zach Denbrough, étaient venues à bout de ce problème, et aucun des ratés ne fut tellement surpris d'apprendre que le seul endroit de Derry où l'on pouvait se procurer des moules de ce genre était l'entreprise d'outillage de précision Kitchener & Co. Le Kitchener qui la dirigeait était un arrière-petit-neveu des frères Kitchener, propriétaires des aciéries du même nom. Bill et Richie s'étaient rendus ensemble avec tout l'argent liquide que les ratés avaient été capables de réunir en 24 heures, soit 10 $ et 59 cents dans la poche de Bill. Lorsque Bill demanda combien coûteraient 2 moules pour des roulements de 5 cm, Carl Kitchener, qui avait l'air d'un vétéran des championnats d'ivrognerie et dégageait une odeur de vieille couverture de cheval, demanda quel usage 2 gamins entendaient faire de moules de ce calibre. Richie eut l'habitude de laisser Bill s'expliquer, sachant qu'il s'en tirerait mieux par ce moyen. Les enfants se moquaient du bégaiement de Bill, qui avait en revanche le don de mettre les adultes mal à l'aise. Ce détail se révélait parfois fort utile. Bill n'en était pas à la moitié de ces laborieuses explications que Richie avait complétées en parlant d'un modèle réduit de moulin à vent pour le projet de travaux pratiques de l'année prochaine,
que Kitchener lui faisait signe de se taire et déclarait qu'il leur en coûterait le prix incroyable de 50 cents le moule. Ayant toutes les peines du monde à croire à cet heureux coup du sort, Bill tendit un billet d'$1. Ne vous attendez pas à ce que je vous donne un sac pour ce prix, dit Karl Kitchener, avec tout le mépris imbibé d'un homme qui croit avoir tout vu dans le monde et la plupart des choses de foi. Il faut dépenser au moins $5 pour avoir droit à un sac. Oh, ça ira très bien comme ça, monsieur, dit Bill. Et ne traînez pas devant le magasin, ajouta Kitchener. Vous avez besoin de vous faire couper les cheveux tous les deux. Une fois à l'extérieur, Bill dit « T'as pas remarqué, Richie, que quand dehors des bonbons et des bandes dessinées, peut-être aussi des billets de cinéma, les adultes ne te vendent jamais rien sans te demander d'abord ce que l'on veut en faire. Si, j'ai remarqué. Mais pourquoi? Bah, peut-être parce qu'ils nous croient dangereux. Ah oui? Tu crois? Ouais, répondit Richie en se mettant à pouffer. Si on traînait un peu devant la vitrine, hein, on se relèverait l'école, on ferait la grimace aux gens et on se laisserait pousser encore plus les cheveux. Oh, t'es con, dit Bill. Très bien, dit Ben. Il examina soigneusement les moules avant de les reposer. Bon, maintenant, ils lui laissèrent un peu plus de place, le regard plein d'espoir, le regard qu'un homme qui a des ennuis de moteur et qui ne connaît rien aux automobiles a pour un mécanicien. Ben ne remarqua pas leur expression, il se concentrait sur son travail. « Donne-moi ces obus, dit-il, et la lampe à souder. » Bill lui tendit un culot d'obus. Il s'agissait d'un souvenir de guerre que Zach avait ramassé 5 jours après la traversée du Rhin par les troupes du général Patton, auquel il appartenait. Il y avait eu une époque, quand Bill était très jeune et George encore un nourrisson, où son père s'en était servi comme cendrier. Puis il avait arrêté de fumer et le culot d'obus avait disparu. Bill l'avait retrouvé au fond du garage moins d'une semaine auparavant. Ben disposa le culot d'obus dans l'étau de Zach, le bloqua et prit la lampe à souder des mains de Beverly. De sa poche, il retira $1 d'argent qu'il laissa tomber dans le creuset improvisé, où il rendit un son creux. « C'est ton père qui te l'a donné, n'est-ce pas » demanda Beverly. « Oui, dit Ben, mais je ne me souviens pas très bien de lui. Et es-tu bien sûr que tu veux t'en servir pour ça ?» Il leva les yeux sur elle, sourit et répondit. « Oui, tout à fait. » Elle lui rendit son sourire. Cela suffisait à Ben. Lui eût-elle souri 2 fois, il aurait coulé suffisamment de billes pour descendre un escadron de loups-garous. Il détourna vivement le regard. « Bon, c'est bon, on y va. Pas de problème, simple comme bonjour, hein ?» Non sans hésitation, ils acquiescèrent. Des années plus tard, en racontant tout cela, Bill pensa « À notre époque, un gamin n'a pas de problème pour acheter une lampe à souder au propane, ou alors son père en possède une dans son atelier. » En 1958, les choses n'étaient pas aussi simples. L'idée de se servir en cachette des outils de Zach Denbrough rendait Beverly nerveuse. Ben sentait cette nervosité. Il aurait voulu lui dire de ne pas s'en faire, mais redoutait que sa voix tremblât. « Ne t'inquiète pas, dit-il en s'adressant à Stan, qui se tenait à côté d'elle. « Quoi » fit Stan, qui le regarda en clignant des yeux. « Je te dis de ne pas t'en faire. »« Bah, je ne m'en fais pas. »« Ah, je croyais. Je voulais simplement que tu saches qu'il n'y a pas le moindre danger, juste au cas où tu te serais inquiété, je veux dire. »« Tu te sens bien, Ben ?»« Impec, grommela Ben. « Tiens, donne-moi les allumettes, Richie. » Richie lui tendit la pochette. Ben ouvrit le robinet de la bonbonne de gaz et enflamma une allumette, juste en dessous de l'ajustage de la torche. Il y eut un flump, suivi d'un embrasement bleu et orange. Ben régla la flamme vers le bleu et commença à chauffer la base du culot d'obus. « Tu as bien l'entonnoir » demanda-t-il à Bill. « Oui, sous la main. » Bill lui montra l'objet que Ben avait fabriqué lui-même un peu plus tôt. Le petit conduit à la base s'adaptait presque parfaitement au trou des moules. Ben l'avait bricolé sans prendre une seule mesure. Bill en était resté littéralement baba, émerveillé, mais il avait craint de gêner son ami en le lui disant. Absorbé dans ce qu'il faisait, Ben était capable d'adresser la parole à Beverly, s'exprimant avec la précision d'un chirurgien qui parle à une infirmière. « C'est toi qui as la main la plus sûre, Bev. Place l'entonnoir sur le trou du moule. Mets l'un de ses gants pour ne pas risquer de te brûler. » Bill lui tendit l'un des gants de travail de son père. Beverly emboîta l'entonnoir de tôle dans le minuscule trou du moule. Personne ne disait mot. Le sifflement de la lampe à souder paraissait démesurément bruyant. Tous regardaient en plissant fortement les yeux. « Attends !» dit tout à coup Bill, qui fonça dans la maison. Il revint quelques instants plus tard avec une paire de lunettes enveloppantes, à bon marché, qui traînaient dans un tiroir de la cuisine depuis 1 an, sinon davantage. « Mets ça sur tes yeux, meule de foin. » Ben les prit, sourit et les enfourcha sur son nez. « Merde, on dirait Fabian !» s'exclama Richie. « Ou Funky Avalon,
ou l'un des Rital dans Bandstand. Oh, la ferme, grande gueule, dit Ben, sans toutefois pouvoir s'empêcher de pouffer. L'idée d'être comparé à Fabian ou à un héros de ce genre était trop délirante. La flamme se mit à zigzaguer et il reprit son sérieux. D'un seul coup, toute son attention fut ramenée à un seul point. 2 minutes plus tard, il tendit la torche à Eddie, qui la tint avec précaution dans sa bonne main. « C'est prêt, dit-il à Bill. Passe-moi l'autre gant, vite !» Bill le lui tendit. Ben l'enfila et retint le culot d'obus de sa main gantée, tout en desserrant l'étau de l'autre. « Ne bouge surtout pas, Bev. »« Je suis prête. Pas la peine de m'attendre, rétorqua-t-elle. Ben inclina le culot d'obus au-dessus de l'entonnoir. Les autres regardèrent le filet d'argent fondu couler d'un récipient à l'autre. Ben versa avec précision, sans en répandre une goutte à côté, et pendant un instant, il se sentit galvanisé. Il lui semblait qu'un rayonnement blanc éclatant magnifiait toute chose. Pendant cet unique moment, il oublia qu'il était ce bon gros Ben Ascombe, le garçon qui portait d'amples sweatshirts pour dissimuler sa bedaine et ses nénés. Il se sentait comme Thor, martelant éclairs et tonnerre à la forge des dieux. Puis cette impression s'évanouit. « Bien, dit-il, il va falloir que je fasse réchauffer l'argent, que quelqu'un enfonce ce clou dans le bout de l'entonnoir pour empêcher qu'il reste bouché par le métal en fusion. » Stan manipula le clou que Ben avait prévu. Puis Ben replaça le culot d'obus dans l'étau et reprit la torche des mains d'Eddie. « Parfait, numéro 2 maintenant. » Et il se remit au travail. 10 minutes après, tout était terminé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Eddie. « On joue au Monopoly pendant 1 heure, répondit Ben, le temps que l'argent durcisse dans les moules. Je les ouvrirai ensuite au ciseau à froid. Un sillon est prévu pour cela, et ce sera tout. » Richie jeta un regard inquiet au cadran craquelé de sa Timex, qui, en dépit de tout ce qu'elle avait subi, continuait vaillamment de lui donner l'heure. « Quand tes parents rentrent-ils, Bill ?»« Oh, pas avant 10 heures, ou 10h30. Il y a 2 films, à l'Aladin, dit Stan. Ouais. Et après, ils iront manger une pizza. Ils le font presque toujours. »« On a donc tout notre temps, remarqua Ben. Bill acquiesça. « Alors, allons-y, dit Bev. J'ai promis d'appeler chez moi, et je veux le faire. Et vous, fermez-la pendant ce temps. Il croit que je suis à la maison communale et que quelqu'un me ramènera en voiture. »« Et si jamais l'idée lui prenait de venir te prendre un peu plus tôt ?» demanda Mike. « Eh bien, je serai dans un fichu pétrin, répondit Beverly. Ben songe. « Je te protégerai, Bev. » Dans sa tête commence alors à se jouer un scénario improvisé, un scénario dont la fin est tellement suave qu'il en frissonne. Le père de Bev, au début, fait passer un sale quart d'heure à Beverly. Même dans son fantasme, Ben est fort loin d'imaginer ce que peut être un sale quart d'heure pour Bev entre les mains d'Almarch. Ben se jette alors entre elle et lui et intime à Almarch l'ordre de laisser tomber. « Si tu veux des ennuis, mon gros bonhomme, continue donc à vouloir protéger ma fille. » Hanscom, quelqu'un d'ordinairement tranquille, le nez toujours plongé dans les livres, peut se transformer en un tigre redoutable si on le met en colère. Il répond à Almarch avec la plus grande sincérité. « Si vous voulez l'attraper, il faudra d'abord me passer dessus. » March fait un pas en avant, et là, la lueur farouche dans l'œil de Hanscom l'empêche d'aller plus loin. « Tu le regretteras, grommelle-t-il, mais il est évident qu'il a perdu toute combativité. Ce n'est qu'un tigre de papier, en fin de compte. »« Voilà qui m'étonnerait, rétorque Hanscom avec un sourire ironique à la Gary Cooper. Le père de Beverly se défile. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ben » s'écrie Bev, dont les yeux brillent et sont pleins d'étoiles. « Tu avais l'air prêt à le tuer. »« Le tuer » dit Hanscom, le sourire à la Gary Cooper encore sur les lèvres. « Jamais de la vie, mignonne. C'est peut-être une fripouille, mais c'est tout de même ton père. Je l'aurais peut-être un peu bousculé, mais c'est simplement parce que les mains me démangent très vite quand on n'est pas correct avec toi. Tu piges ?» Elle jette ses bras autour de lui et lui donne un baiser. Sur les lèvres, bien sûr, sur les lèvres. « Oh, je t'aime, Ben, dit-elle dans un sanglot. Il sent ses petits seins qui viennent presser fermement contre sa poitrine et il eut un léger frisson et dut faire un effort pour chasser de son esprit cette image lumineuse, terriblement précise. Richie, dans l'encadrement de la porte, lui demandait ce qu'il fabriquait. Ben se rendit compte alors qu'il était tout seul dans l'atelier. « Oh, rien, j'arrive, dit-il en sursautant légèrement. « Tu commences à devenir sénile, ma parole, meule de foin, le taquina Richie. » Mais il lui donna une claque sur l'épaule au moment où il passa la porte. Ben sourit et le prit un instant par le cou. Il n'y eut pas de problème avec le père de Beverly. Il était rentré tard de son travail, lui répondit sa mère au téléphone. Il s'était endormi en regardant la télévision et s'était ensuite réveillé juste assez longtemps pour se mettre au lit. « Tu as quelqu'un pour te ramener, Bev ?»« Oh oui, le père de Bill Denbrough a toute une tournée à faire. » Une note d'inquiétude se glissa dans la voix de Mrs. March. « Tu n'es pas sorti avec un garçon, au moins, Bev ?»« Oh non, maman, bien sûr que non !» protesta Beverly. Elle se tenait dans la pénombre à l'entrée
et regardait à travers l'arche qui la séparait de la salle à manger où les autres étaient assis autour du jeu de Monopoly. « Oh non, les garçons, Burke. Mais ils ont organisé un tour ici, et chaque soir, un des parents est chargé de ramener les enfants à la maison. » Ce détail, au moins, était exact. Le reste n'était qu'un tissu de mensonges si éhonté qu'elle se sentit rougir dans l'obscurité du hall. « Très bien, reprit sa mère. Je voulais simplement en être sûr, parce que si ton père te prenait avec un garçon à ton âge, il serait fou furieux. Moi aussi d'ailleurs, ajouta-t-elle après coup. Oui, je sais, répondit Bev, regardant toujours vers la salle à manger. Et effectivement, elle le savait. Et néanmoins, elle se trouvait ici, non pas avec un garçon, mais avec 6, dans une maison d'où les parents étaient absents. Elle vit Ben qui la regardait, anxieux, et elle esquissa un petit salut à son intention, accompagné d'un sourire. Il rougit, mais elle lui rendit aussitôt son petit salut. « Et est-ce que tes copines sont là aussi ?»« Quelles copines, maman ?»« Oui, il y a Patty O'Hara, et aussi Ellie Jaeger, je crois. Elle joue au galet en bas. » L'aisance avec laquelle les mensonges lui venaient aux lèvres lui fit honte. Elle aurait préféré parler à son père. Elle aurait eu davantage la frousse, mais éprouvé moins de honte. Elle se dit qu'au fond, elle ne devait pas être une très bonne fille. « Je t'aime, maman, dit-elle. »« Moi aussi, Bev, répondit sa mère, qui ajouta, après un bref silence, « Fais attention, le journal dit qu'il y en a peut-être un autre. Un garçon du nom de Patrick Hockstetter. Il a disparu. Est-ce que tu le connaissais, Bévy ?» Un instant, elle ferma les yeux. « Non, maman. »« Bon, eh bien, à tout à l'heure. »« À tout à l'heure, maman. » Elle rejoignit les autres à la table. Pendant 1 heure, ils jouèrent au Monopoly. Pour le moment, c'était Stan le grand gagnant. « Les Juifs sont très doués pour les affaires, » commenta Stan en plaçant un hôtel sur la rue de la Paix et 2 autres maisons sur la rue de Vaugirard. Tout le monde sait cela. « Seigneur Jésus, faites-moi juif !» s'exclama aussitôt Ben, et tous se mirent à rire. Ben était au bord de la faillite. De temps en temps, Beverly jetait par-dessus la table un coup d'œil en direction de Bill. Elle remarqua ses mains impeccables, ses yeux bleus, ses cheveux roux si fins. Tandis qu'il déplaçait la minuscule chaussure argentée qui lui servait de pion sur les cases du jeu, elle pensa « S'il me prenait la main, je crois que je serais tellement contente que j'en mourrais. » Une chaude lumière rayonna un bref instant dans sa poitrine, et elle sourit secrètement en regardant ses mains. La fin de la soirée se déroula presque dans la banalité. Ben emprunta l'un des ciseaux à froid de Zach et ouvrit facilement, en quelques coups de marteau, les moules des billes. Quand elles en tombèrent, on pouvait encore distinguer, en les regardant de près, les 3 derniers chiffres d'une date. 925 sur l'une, et sur l'autre, des lignes sinueuses dans lesquelles Beverly voulut voir absolument ce qui restait de la chevelure de la Statue de la Liberté. Ils les examinèrent pendant un moment sans parler, puis Stan en saisit une. « C'est pas très gros, dit-il. »« Tout comme le caillou de la fronde de David avant qu'il le lance sur Goliath, » remarqua Mike. « Moi, elles me paraissent redoutables. » Ben se retrouva en train d'acquiescer. Il éprouvait la même impression. « Ça y est, on est prêt ?» demanda Bill. « Fin prêt, » répondit Ben. « Tiens !» Il lui lança l'une des billes que Bill, surpris, manqua de laisser tomber. Les 2 billes circulèrent. Chacun les examina à loisir, s'émerveillant de leur rondeur, de leur poids, de leur réalité. Quand elles revinrent dans les mains de Ben, celui-ci regarda Bill. « Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant ?»« Donne-les à Beverly. »« Non !» Bill se tourna vers elle. S'il y avait de la gentillesse dans son expression, on trouvait aussi de la fermeté. « On a déjà discuté de tout cela, Bev. »« Mais je le ferai, dit-elle. Je tirerai ces foutus bidules quand le moment sera venu. Si le moment vient jamais. On y passera sans doute tous, mais je le ferai. Simplement, je ne veux pas les amener à la maison. L'un de mes parents, mon père, pourrait les trouver. Je vous dis pas les ennuis. »« Tu n'as pas une cachette secrète ?» demanda Richie. « J'en ai au moins 3 ou 4. »« J'ai bien un coin, » admit Beverly. Au fond de son placard, une fente dans laquelle elle glissait cigarettes illustrées et depuis quelque temps journaux de cinéma. Mais je ne la trouve pas assez sûre pour quelque chose comme ça. Garde-les, Bill. Jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Garde-les. D'accord, dit doucement Bill. À cet instant précis, la lumière de phare vint balayer l'allée de la maison. Sainte merde, il rentre tôt. Tirons-nous d'ici. Il venait tout juste de s'asseoir autour de la table du Monopoly lorsque Sharon Denbrough fit son entrée par la porte de la cuisine. Richie se mit à rouler des yeux et fit semblant d'essuyer la sueur de son front. Les autres rirent de bon cœur. Richie en avait encore sorti une bien bonne. L'instant suivant, Mrs. Denbrough faisait son apparition dans la salle à manger. « Ton père attend tes amis dans la voiture, Bill. »« Ah, très bien, maman. On venait juste de finir, de toute façon. »« Et qui a gagné ?» demanda Sharon en adressant un sourire chaleureux aux amis de son fils. La fillette allait être ravissante, songea-t-elle.
Dans une année ou deux, ces enfants auraient besoin d'être discrètement surveillés si des filles se joignaient à la bande des garçons. Mais il était certainement trop tôt pour craindre de voir pointer l'ignoble tête de la sexualité. C'est Stan qui a gagné, dit Bill. Les Juifs sont très très forts en affaires. Bill, s'exclama-t-elle, scandalisée, le rouge aux joues. Puis elle les regarda, stupéfaite, tandis qu'ils éclataient tous de rire, Stan y compris. Mais sa stupéfaction se teinta d'appréhension, même si plus tard, au lit, elle n'en dit mot à son mari. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose comme de l'électricité statique, simplement en beaucoup plus violent, beaucoup plus inquiétant, terrifiant presque. Elle avait l'impression que si elle touchait n'importe lequel d'entre eux, elle allait recevoir une décharge formidable. « Qu'est-ce qui leur est arrivé ?» pensa-t-elle, interloquée. Et elle ne fut pas loin de poser la question à voix haute. Puis Bill dit qu'il était désolé, mais il avait gardé cet éclat diabolique au coin de l'œil. Et Stan ajouta que ce n'était qu'une plaisanterie qu'il avait été le premier à faire, sur quoi elle se trouva tellement confuse qu'elle ne sut que répondre. Elle se sentit soulagée quand tous les enfants furent partis et lorsque son propre fils, bègue et inquiétant, fut enfermé dans sa chambre. Le jour où le club des ratés affronta Ça en combat rapproché, le jour où Ça manqua de peu se faire les jarretières avec les intestins de Ben Ascombe, fut le 25 juillet 1958. L'air était calme et il faisait chaud et humide. Ben se souvenait avec précision du temps qu'il faisait. Ce jour-là avait été le dernier d'une longue période de canicule, lui avait succédé un temps plus frais et couvert. Ils arrivèrent au 29 Nailbot Street vers 10 heures du matin. Bill avec Richie sur le porte-bagages de Silver, Ben les fesses débordant largement de part et d'autre de la selle de son vélo. Beverly arriva sur sa bicyclette de fille, ses cheveux roux retenus par un bandeau vert qui voltait derrière elle. Mike fit ensuite son apparition, seul aussi, et Stan et Eddie, venus à pied, furent 5 minutes plus tard les derniers à se présenter. « Comment va ton bras, Eddie ?»« Moi, c'est bien. Ça me fait un peu mal si je me tourne de côté quand je dors. Tu as amené les trucs ?» Il y avait un paquet entouré de tissus dans le sac du porte-bagages de Silver. Bill le prit et le déroula. Il tendit la fronde à Beverly, qui eut une grimace en la prenant, mais ne dit rien. Restait une petite boîte métallique que Bill ouvrit pour leur montrer les 2 billes d'argent. Ils les regardèrent en silence, serrés les uns contre les autres sur le gazon pelé du 29 Nailbot Street, un gazon sur lequel seul le chien-dent avait l'air de vouloir pousser. Bill, Richie et Eddie connaissaient déjà la maison, les autres l'examinaient avec curiosité. Les fenêtres ressemblent à des yeux, pensa Stan, dont la main alla machinalement au livre de poche qu'il portait sur lui. Il le toucha comme un porte-bonheur. Il traînait cet ouvrage presque partout. Il s'agissait de son guide des oiseaux d'Amérique du Nord. Elle ressemble à d'ignobles yeux aveugles. Ça pue, pensa Beverly. Je le sens, même si ce n'est pas exactement avec mon nez. C'est comme la fois où j'ai été sur les ruines de la Syrie, songea Mike. J'ai la même impression, comme si ça nous invitait à entrer. Ben aussi se fit une réflexion. C'est l'un de ces coins, c'est sûr, comme les trous de Morlock, un coin par lequel il peut entrer et sortir. Il sait que nous sommes là dehors, et il attend que nous entrions. Vous voulez toujours demanda Bill. Leurs regards convergèrent sur lui. Ils étaient pâles, sérieux, mais personne ne dit non. Eddie alla pêcher son inhalateur au fond de sa poche et s'en envoya une bonne giclée sifflante. « Passe-moi un peu, dit soudain Richie. Eddie le regarda, surpris, attendant l'astuce. Richie tendit la main. « Non, c'est pas des blagues, Coco. Je peux en avoir un peu ?» Eddie haussa sa bonne épaule, un mouvement curieusement décalé, et lui tendit l'appareil. Richie en prit une profonde inhalation. « J'en avais besoin, ajouta-t-il en le lui rendant. Il toussa un peu, mais il n'y avait pas trace d'humour dans ses yeux. « Moi aussi, dit Stan. D'accord ?» Si bien que tous, les uns après les autres, utilisèrent l'inhalateur d'Eddie. Quand l'appareil lui revint, il le glissa dans sa poche arrière, laissant dépasser l'embout. « Y a des gens qui habitent dans cette rue ?» demanda Beverly. « Non, pas sur cette partie, répondit Mike. Plus personne, sinon les clochards. Ils y restent quelque temps, puis ils repartent avec un train de marchandises. Ils ne doivent rien voir, remarqua Stan. Ils ne risquent rien, à mon avis, au moins dans la plupart des cas. » Il regarda Bill. « Qu'est-ce que tu en penses, Bill ? Crois-tu que les adultes peuvent voir ça ? » Je ne sais pas. Certains doivent pouvoir, sans doute. J'aimerais bien qu'il y en ait un avec nous, fit Richie, la mine sombre. C'est pas un boulot pour des gosses, un truc pareil, si vous voyez ce que je veux dire. Bill ne le voyait que trop bien. Dans tous les illustrés, dans toutes les bandes dessinées, dans tous les feuilletons télévisés où des enfants étaient mis en scène, il y avait toujours une héroïque grande personne pour intervenir au dernier moment, à l'instant fatidique,
pour empêcher les méchants de triompher, d'expédier par exemple la jeune fille pieds et poings liés au fond d'un puits de mine abandonné. Dommage qu'il n'y en ait pas dans le secteur, reprit Richie, tout en examinant la maison fermée avec sa peinture qui s'écaillait, ses vitres sales, son porche sinistre. Puis il poussa un soupir. Pendant quelques instants, Ben sentit leur résolution vaciller. Puis Bill prit la parole. « Venez donc faire un tour par ici. Regardez ça. » Ils contournèrent le côté gauche du porche, à l'endroit où le treillis de bois était arraché. Les rosiers épineux, à demi retournés à l'état sauvage, étaient toujours là, et ceux que le lépreux d'Eddie avait touchés, toujours noirs et morts. « Ça les a juste touchés, et ils sont devenus comme ça ?» demanda Beverly, horrifié. Bill acquiesça. « Alors, les gars, vous êtes sûrs ?» Pendant un moment, personne ne répondit. Ils étaient loin d'être sûrs d'eux. Ils avaient beau savoir, rien qu'à regarder le visage de Bill, que celui-ci irait tout seul au besoin, mais ils n'étaient pas sûrs. On devinait aussi quelque chose comme de la honte dans l'expression de Bill. Comme il le leur avait dit auparavant, il était le seul à avoir perdu un frère ainsi. Mais tous les autres gosses, pensa Ben, Betty Ripson, Cheryl LaMonica, le petit Clément, Eddie Corcoran peut-être, Ronnie Krogan et même Patrick Hochstetter. Ça, tu des enfants, nom de Dieu. Des enfants ? Je viens avec toi, grand Bill, dit-il. Oh merde, moi aussi, fit Beverly. Ah, bien sûr, déclara à son tour Richie. Si tu t'imagines qu'on va te laisser te marrer tout seul. Bill les regarda, déglutit et acquiesça de la tête avant de tendre la petite boîte de métal à Beverly. Tu sais ce que tu fais, Bill ? Tout à fait. Elle hocha la tête, à la fois terrifiée par sa responsabilité et ensorcelée par la confiance qu'il lui faisait. Elle ouvrit la boîte, en retira les billes et glissa la première dans la poche de devant de son jean. Elle mit l'autre dans le cuir de la bull's-eye, et c'est par le cuir qu'elle porta la fronde. Elle sentait la bille bien serrée dans son poing, qui se réchauffait peu à peu. « Allons-y, dit-elle, d'une voix mal affermie. « Allons-y, avant que je me dégonfle. » Bill acquiesça, puis regarda attentivement Eddie. « Pourras-tu faire ça, Eddie ? Pas de problème. J'étais tout seul la dernière fois. Aujourd'hui, je suis avec mes amis, non ?» Il les regarda et eut un sourire hésitant. Fragile, timide, son expression était émouvante. Richie lui donna une petite claque dans le dos. « Bien dit, Seigneur. Le premier qui veut te piquer ton inhalateur, on le zigouille, mais on le zigouille lentement, promis. »« Oh, c'était terrible, Richie, fit Bev, ne pouvant s'empêcher de rire un peu. « Sous le porche, dit Bill. Tous derrière moi. Ensuite, dans la cave. »« Si tu descends le premier et que la chose te saute dessus, demanda Beverly, qu'est-ce que je fais ? Je tire à travers toi ? » ?»« S'il le faut, oui, dit Bill. Mais je te suggère d'essayer de me contourner d'abord. » Cette réplique eut le don de faire rire Richie aux éclats. « On fera tout le tour de cette baraque s'il le faut. » Il haussa les épaules. « Si ça se trouve, il n'y aura rien. »« C'est ce que tu crois ?» lui demanda Mike. « Non, ça est là, » répondit-il brièvement. Ben était du même avis. C'était comme si la maison du 29 Nailball Street était prise dans un fourreau empoisonné. Une enveloppe invisible, mais que l'on sentait. Il se passa la langue sur les lèvres. « Prêt ?» leur demanda Bill. Tous le regardèrent. « Prêt, Bill ?» répondit Richie. « Ah, alors, on y va. Reste juste derrière moi, Bev. » Il se laissa tomber à genoux et pénétra sous le porche, entre les rosiers flétris. Ils s'avancèrent dans cet ordre. Bill, Beverly, Ben, Eddie, Richie, Stan et Mike. Sous le porche, les feuilles mortes craquaient et dégageaient une odeur de choses vieilles et rances. Ben plissa les narines. Des feuilles mortes ont-elles jamais eu cette odeur ? Il pensait que non. Une idée déplaisante le frappa alors. Elles avaient la puanteur qu'il imaginait être celle d'une momie, juste au moment où l'on soulève pour la première fois le couvercle de son cercueil, toute de poussière et d'antique acide tannique. Bill venait d'atteindre la fenêtre cassée donnant sur la cave, par laquelle il regarda. Beverly rampa à côté de lui. « Tu vois quelque chose ?» Il secoua la tête. « Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a rien là-dedans. Regarde, c'est le tas de charbon dont on s'est servi avec Richie pour sortir. » Ben l'aperçut également en regardant entre eux. Il sentait l'excitation le gagner, se faire aussi intense que sa peur. Il s'en réjouit, car il se rendit compte instinctivement qu'il disposait là d'une arme. Apercevoir ce tas de charbon, c'était comme se trouver en face d'un monument célèbre que l'on n'aurait connu que par des livres ou les témoignages des autres. Bill pivota et se glissa par la fenêtre.
Beverly confia la bull's-eye à Ben, refermant sa main sur le cuir et l'habit qui y était prise. « Redonne-la-moi dès que j'ai le pied à terre, dit-elle. À la seconde même. »« Oui, oui, bien compris. » Elle se faufila facilement, en souplesse. Il y eut, au moins pour Ben, un instant palpitant pendant lequel sa blouse sortit de son jean, laissant voir un ventre plat et blanc. Puis ce fut l'excitation de sa main se posant sur la sienne au moment où il lui tendit la fronde. « C'est bon, je la tiens. À ton tour. » Ben se tourna et commença à se tortiller pour franchir la fenêtre. Il aurait dû prévoir ce qui ne manqua pas d'arriver. Il resta coincé. C'était inévitable. Son derrière heurtait l'encadrement rectangulaire et refusait de s'effacer davantage. Il voulut ressortir et se rendit compte alors, pour sa plus grande horreur, qu'il risquait d'y laisser son pantalon, sinon son caleçon. Autrement dit, de se retrouver avec le derrière à l'air, pratiquement à la hauteur du nez de sa bien-aimée. Et si son gigantesque derrière... « Dépêche-toi, grande Heidi !» Ben poussa des deux mains une expression féroce sur le visage. Le blue jean lui remonta douloureusement dans l'entrejambe, lui écrasant les roustons. Le haut de la fenêtre lui retroussa la chemise jusqu'aux omoplates. C'était maintenant à la hauteur de la bedaine qu'il était coincé. « Allez, rentre le ventre, meule de foin !» fit Richie avec un rire hystérique. « T'as intérêt, sans quoi il va falloir que Mike aille chercher son paternel avec le remorque et le treuil. »« Bip bip, Richie !» répliqua Ben, les dents serrées. Il rentra le ventre autant qu'il put, ce qui le fit avancer d'un cran, puis il resta de nouveau bloqué. Il fit pivoter sa tête de côté et dut lutter contre la panique et la claustrophobie qui le gagnaient. Il était écarlate, en sueur. L'âcre odeur des feuilles mortes lui emplissait les narines, étouffantes. « Bill, vous pouvez me tirer, là, en bas ?» Il sentit Bill le prendre par une cheville, Beverly par l'autre. De nouveau, il rentra le ventre, et l'instant suivant, il dégringolait de la fenêtre. Bill le rattrapa, et les deux garçons furent à deux doigts de tomber. Ben se sentait incapable de regarder Beverly. Jamais de sa vie il n'avait été aussi embarrassé. « Tout va bien, mec ?»« Ouais. » Bill émit un rire chevrotant, imité par Beverly. Ben fut lui-même capable de rire un peu aussi, mais il allait lui falloir des années avant de découvrir ce qu'il pouvait bien y avoir de drôle là-dedans. « Hé !» lança Richie depuis l'extérieur. « Eddie a besoin d'un coup de main, d'accord ?»« D'accord. » Bill et Ben prirent position en dessous de la fenêtre, dans laquelle Eddie se glissa sur le dos. Bill le saisit par les jambes, juste au-dessus du genou. « Fais gaffe à ce que tu fais, dit Eddie d'une voix maussade et nerveuse. « Je crains les chatouilles. »« Oh, Ramon mucho chatouillos, señor » leur parvint la voix de Richie. Ben attrapa de son côté Eddie par la taille en s'efforçant de ne pas appuyer sur le plâtre et l'écharpe. Bill et lui descendirent leur camarade comme si c'était un cadavre. Eddie lâcha un cri une fois et ce fut tout. « Et Eddie ?»« Ouais, dit Eddie, tout va bien, c'était pas trop dur. » Cependant, de grosses gouttes de sueur perlaient à son front, et il parlait d'une voix haletante. À coup d'œil rapide, il parcourut la cave du regard. Bill recula d'un pas. Beverly se tenait près de lui, agrippant maintenant la fronde à deux mains, prête à tirer si nécessaire. Elle ne cessait de parcourir la cave des yeux. Richie arriva ensuite, suivi de Stan et de Mike, et tous se faufilèrent par la fenêtre avec une grâce et une aisance que Ben leur envia profondément. Ils se retrouvèrent alors tous en bas, dans cette cave où Bill et Richie s'étaient trouvés face à face avec ça, à peine un mois auparavant. La pièce était sombre, mais pas obscure. Des rayons d'une lumière crépusculaire pénétraient par les vitres et faisaient des taches claires sur le sol de terre battue. Cette cave parut très grande à Ben, presque trop grande, comme s'il était victime de quelque illusion d'optique. Des chevrons poussiéreux s'entrecroisaient au-dessus de leur tête. Les tuyaux de la chaudière étaient mangés de rouille. Quelque chose ressemblant à un chiffon blanc crasseux pendait, accroché à un tuyau d'eau, complètement effiloché. La même puanteur régnait dans le sous-sol, une puanteur de boue jaunâtre. Ben pensa « Il est ici, ça est ici, oh oui !» Bill se dirigea vers l'escalier, les autres le suivirent. Il s'arrêta en bas de la première marche et regarda en dessous. Du pied, il en fit sortir quelque chose qu'ils contemplèrent tous sans un mot. C'était un gant blanc de clown, couvert de terre et de boue. « En haut !» dit Bill. Ils montèrent l'escalier et arrivèrent dans une cuisine crasseuse. Une chaise ordinaire à dossier droit était abandonnée au milieu du vieux linoléum bosselé. C'était le seul mobilier de la pièce. Des bouteilles d'alcool vides gisaient dans un coin. Ben en aperçut d'autres dans le placard. La pièce dégageait une odeur de gnôle ou de vin et de tabac froid. Ces odeurs étaient dominantes, mais la puanteur devenait plus forte à chaque instant. Beverly alla ouvrir la porte du placard. Elle poussa un cri perçant au moment où en jaillit, presque à la hauteur de son visage, un énorme rat d'égout au pelage brun noirâtre. L'animal les regarda de son œil noir et féroce. Toujours criant, Beverly tendit la fronde. « Non !» rugit Bill.
Elle se tourna vers lui, pâle et terrifiée. Puis elle acquiesça et détendit son bras sans avoir tiré la balle d'argent. Mais Ben pensa qu'il s'en était fallu de très très peu. Elle recula lentement, heurta Ben et sursauta. Il passa un bras autour d'elle et la serra très fort. Le rat courut le long de son étagère, sauta sur le sol et disparut par le fond du placard. « Ça voulait que je lui tire dessus, fit Beverly d'une petite voix. Que je gaspille la moitié de nos munitions dessus. Ouais, dit Bill. C'est comme le centre d'entraînement du FBI à Quantico, un peu. Il faut descendre cette rue et ils font relever des cibles. Si tu tires sur d'honnêtes citoyens au lieu des bandits, tu perds des points. J'y arriverai pas, Bill, dit-elle. Je vais tout gâcher. Tiens, prends-la, ajouta-t-elle en lui tendant la bull's-eye. Mais Bill secoua la tête. C'est toi qui dois le faire, Beverly. Un vagissement monta d'un autre placard. Richie s'en approcha. Ne va pas trop près, aboya Stan. Il pourrait. Richie regarda à l'intérieur et une expression de dégoût se dessina sur son visage. Il claqua la porte du placard et le bruit se répercuta comme un écho mort dans la maison vide. Une nichée, fit Richie, du ton de quelqu'un qui va avoir mal au cœur. La plus énorme que j'ai jamais vue, que quiconque ait jamais vue, probablement. Ils sont des centaines là-dedans. Il regarda ses amis, sa lèvre soulevée d'un tic d'un côté. Leurs queues, elles étaient tout emmêlées ensemble, Bill, nouées, il fit la grimace, comme des serpents. Le son des gémissements était étouffé, mais encore audible. Des rats, pensa Ben, regardant le visage blanc comme un linge de Bill, et par-dessus l'épaule de ce dernier, celui couleur de cendre de Mike. Tout le monde a peur des rats, ça le sait, lui aussi. Ah, allez, venez, dit Bill. Ici, sur Nable Street, la fête ne s'arrête jamais. Ils gagnèrent l'entrée. Là régnait un mélange peu appétissant d'odeurs, celle du plâtre qui pourrit et celle de l'urine éventée. À travers les salissures des vitrines, ils virent la rue et leurs bicyclettes. Celle de Ben et de Beverly reposait sur leurs béquilles, celle de Bill s'appuyait à un érable tronqué. Aux yeux de Ben, ces bicyclettes se trouvaient à des milliers de kilomètres, comme des choses regardées par le mauvais bout d'un télescope. La rue déserte, avec ses fondrières approximativement comblées, son ciel gris et chargé d'humidité, le ding-ding-ding d'une locomotive en manœuvre, tout cela lui faisait l'effet d'un rêve, d'hallucination. La seule réalité était cette entrée sordide avec sa puanteur et ses ombres. Il y eut un bruit de bouteilles brisées en provenance d'un coin. Dans un autre coin, gonflé d'humidité, traînait une revue de celles dites de charme. Sur la couverture, on voyait une femme courbée sur une chaise, les jupes relevées pour exhiber ses barésilles et une petite culotte noire. Ben ne trouva pas cette image excitante et ne fut même pas gêné que Beverly eût le temps de l'apercevoir. L'humidité avait jauni la peau de la femme et plissé le papier de rides qui déformait son visage. Son expression salace n'était plus que le ricanement d'une putain morte. Des années plus tard, tandis que Ben racontait cet épisode, Beverly s'écria soudain, les faisant tous sursauter. Il revivait l'histoire plus qu'il ne l'écoutait. C'était elle, Mrs. Kersh, c'était elle. Pendant que Ben regardait, la vieille jeune femme de la couverture lui adressa un clin d'œil, puis tortilla des fesses en une invite obscène. Couvert d'une transpiration glacée, Ben détourna les yeux. Bill poussa une porte sur la gauche. Tous le suivirent dans une pièce qui donnait une impression de crypte et qui aurait pu autrefois être un salon. Un pantalon fripé pendait de la suspension électrique. Comme la cave, cette salle parut beaucoup trop grande à Ben. Elle donnait l'impression d'avoir la taille d'un wagon, autrement dit d'être beaucoup trop longue pour une maison qui leur était apparue de dimension modeste de l'extérieur. Oui, mais c'était à l'extérieur, fit une nouvelle voix dans sa tête. Une voix paillarde, au ton facétieux. Avec un sentiment de certitude absolue, Ben prit soudain conscience que c'était celle de Gripsou lui-même. Gripsou s'adressait à lui, comme par quelque délirant système de transmission mentale. Vu de l'extérieur, les choses ont toujours l'air plus petites qu'elles ne le sont réellement, n'est-ce pas, Ben ? Va-t'en, fit Ben entre ses dents. Richie se tourna vers lui, le visage tendu et pâle. T'as dit quelque chose ? Ben secoua la tête. La voix avait disparu. C'était une chose importante, une bonne chose. Cependant, à l'extérieur, il avait compris. Cette maison était un lieu spécial, une sorte d'étape, de relais, l'un des endroits de Derry, et peut-être l'un des nombreux endroits de Derry, à partir duquel ça était capable de gagner le monde du dessus. Oui, cette maison pourrie et nauséabonde où tout sonnait faux. Ce n'était pas le seul fait qu'elle paraisse plus grande. Les angles étaient faux, les perspectives aberrantes. Ben se tenait encore dans l'encadrement de la porte qui, de l'entrée, donnait sur le salon.
Les autres s'éloignaient de lui dans un espace qui lui semblait maintenant aussi vaste que Bassett Park. Mais au lieu de paraître devenir plus petit, leur taille allait croissant. Le plancher donnait l'impression d'être en pente et... Mike se tourna. « Ben !» cria-t-il. Ben lut de l'inquiétude sur son visage. « Ben, rejoins-nous, nous te perdons !» À peine put-il distinguer les derniers mots. On aurait dit qu'il lui avait été lancé d'un train s'éloignant à toute vitesse. Soudain terrifié, il se mit à courir. Derrière lui, la porte se referma avec un bruit sourd. Il hurla, et quelque chose, crut-il, balaya l'air juste dans son dos, faisant gonfler sa chemise. Il se retourna un instant, mais ne vit rien. Il resta cependant convaincu qu'il y avait eu quelque chose. Il rattrapa les autres, il haletait hors d'haleine, et aurait juré qu'il venait de courir au moins sur 800 mètres. Mais quand il regarda derrière lui, la cloison du salon n'était pas à 3 mètres. Mike le prit par l'épaule si vigoureusement qu'il lui fit mal. « Tu m'as fichu la frousse, mec, dit-il. » Richie, Stan et Eddie jetèrent un coup d'œil interrogateur à Mike, qui reprit. « Il avait l'air petit, comme s'il était à 1 kilomètre. »« Bill !» Bill se retourna. « Nous devons absolument rester les uns à côté des autres, fit Ben, toujours soufflant. Cet endroit, c'est comme le palais des glaces d'une foire ou le labyrinthe. On risque de se perdre. Je crois que ça veut que nous nous perdions, que nous soyons séparés. » Bill le regarda quelques instants, les lèvres serrées. « Très bien, dit-il. On ne se sépare plus. Pas de traînard. » Tous acquiescèrent, effrayés. La main de Stan alla tâter son encyclopédie des oiseaux dans sa poche arrière. Eddie tenait son inhalateur à la main. Ses doigts se contractaient dessus, puis le relâchaient, comme un poids-plume en train de faire de la musculation sur une balle de tennis. Bill ouvrit la porte suivante et ils tombèrent sur un autre hall, plus étroit. Le papier peint, qui s'ornait d'un motif de rose et d'elfe en bonnet vert, se détachait en grands lambeaux du revêtement de plâtre spongieux. Des taches d'humidité dessinaient des ronds séniles au plafond. À l'autre bout de la pièce, une fenêtre couverte de crasse laissait filtrer une lumière brouillée. Le corridor parut soudain s'allonger. Le plafond s'éleva et se mit à rapetisser comme une fusée d'aimante. Les portes croissaient avec le plafond, étirées comme du caramel. Les visages d'elfes, en s'allongeant, prenaient des airs d'extraterrestres et leurs yeux devenaient des trous noirs sanguignolants. Stan cria et se cacha les yeux dans les mains. « Ce n'est pas réel !» hurla Bill. « Si !» répondit Stan sur le même ton, ses petits poings serrés contre ses yeux. « C'est réel, tu sais bien que c'est réel. Mon Dieu, je deviens fou. Tout ça, c'est fou, fou !»« Regarde !» rugit alors Bill à l'adresse de Stan, mais aussi des autres. Ben, pris de tournis, vit le rouquin s'accroupir, puis bondir en l'air. Son poing gauche fermé ne frappa rien, absolument rien, mais il y eut pourtant un craquement bruyant. Des débris de plâtre retombèrent d'un endroit où on ne voyait plus le plafond, lequel réapparut alors. Le corridor hall était redevenu ce qu'il était auparavant, étroit, bas de plafond, sale, et ses murs ne reculaient plus à l'infini. Il n'y avait que la main gauche de Bill qui saignait, couverte de poussière de plâtre. Au-dessus de leur tête, la marque laissée par son poing dans le revêtement ramolli par l'humidité se voyait parfaitement. « Ce n'est pas réel, reprit-il pour Stan et pour tous les autres. C'est un faux visage, comme un masque de Halloween. »« Pour toi, peut-être, répondit Stan d'un ton lugubre. Ses traits trahissaient un état de choc et de l'épouvante. Il regardait autour de lui comme s'il ne savait plus où il se trouvait. À le voir ainsi, avec l'odeur âcre de la peur qui sourdait de tous ses pores, Ben, que la victoire de Bill avait revigoré, se sentit de nouveau envahi par la terreur. Stan était sur le point de craquer. Il n'allait pas tarder à devenir hystérique, à pousser des hurlements peut-être. Et que se passerait-il alors ? Il vit la panique de Stan sauter de l'un à l'autre, semblable à un incendie de prairie attisé par un vent brûlant. Elle s'élargit dans les yeux d'Eddie, fit tomber la mâchoire de Bev en un hoquet blessé et contraignit Richie à repousser à deux mains ses lunettes sur son nez, puis à regarder autour de lui comme s'il avait été poursuivi par le démon. Il restait là, tremblant, sur le point de s'enfuir, l'avertissement de Bill déjà presque oublié, n'entendant plus que le vent de panique qui hurlait à leurs oreilles. Comme dans un rêve, Ben crut percevoir la voix de Miss Davis, l'assistante bibliothécaire, qui lisait pour les tout-petits. « Qui heurte si fort à ma porte ?» Et il les vit, tous les bambins, penchés en avant, le visage calme et sérieux, leurs yeux reflétant l'éternelle fascination provoquée par les contes de fées. Le monstre serait-il vaincu, ou bien aurait-il sa pâture ? « Je n'ai rien du tout, » gémit Stanuris, qui parut soudain très petit, si petit qu'il aurait presque pu passer par l'une des fentes du plancher, comme une lettre humaine. « Toi, tu as ton frère, mon vieux. Moi, je n'ai rien. »« Si,
Si tu as quelque chose, cria à son tour Bill, qui attrapa Stan de telle façon que Ben crut qu'il allait lui en balancer une dans la figure. Et dans sa tête, il le supplia. Non, Bill, je t'en prie, ce sont les méthodes de Henry. Si tu fais un truc pareil, ça va nous tuer sur le champ. Mais Bill ne frappa pas Stan. Il lui fit faire sèchement demi-tour et arracha de sa poche le livre des oiseaux. Rends-moi ça, hurla Stan en se mettant à pleurer. Les autres restaient là, frappés de stupeur, avec un mouvement de recul pour ce nouveau Bill, dont les yeux paraissaient jeter des flammes. Son front brillait comme une lampe, et il brandissait le livre de Stan comme un prêtre la croix destinée à repousser un vampire. Tu tes oies. Il redressa la tête. Dans son cou, les tendons saillaient, et sa pomme d'Adam avait l'air d'une pointe de flèche fichée dans sa gorge. Ben se sentit pris à la fois de peur et d'une pitié débordante pour son ami Bill Denbrough, mais il éprouvait également un intense soulagement. Aurait-il douté de Bill? Auraient-ils tous douté de lui? Oh, Bill, dis-le, je t'en supplie, Bill, ne peux-tu pas le dire? Et finalement, il y arriva. Tu as tes oiseaux! Tes oiseaux! Il jeta le livre dans les mains de Stan, qui s'en empara, regardant Bill d'un air stupide. Des larmes brillaient sur ses joues. Il serrait tellement l'ouvrage qu'il en avait les doigts blancs. Bill le regarda, puis regarda les autres. Venez, dit Bill. Est-ce que les oiseaux vont marcher? Demanda Stan d'une voix basse et enrouée. Ils ont bien marché dans le château d'eau, non? Lui fit remarquer Beverly. Stan lui jeta un regard incertain. Richie lui donna une claque sur l'épaule. Allons, Stanek le mec, sommes-nous un homme ou une souris? Je dois être un homme, répondit Stan d'une voix tremblante, en s'essuyant les mains du revers de la main gauche. Et pour ce que j'en sais, les souris ne font pas dans leur froc. Ils rirent tous, et Ben aurait juré avoir senti la maison se rétracter, s'éloigner de ce son joyeux. Mike se tourna. La grande pièce, celle par laquelle nous venons de passer. Regardez. Ils regardèrent. Le salon était maintenant presque totalement noir. Ce n'était ni de la fumée, ni aucune sorte de gaz, rien que des ténèbres dotées d'une consistance presque solide. Elles semblaient onduler et se contracter, comme une gelée qui aurait pris sous leurs yeux. Venez. Ils tournèrent le dos aux ténèbres et avancèrent dans le corridor. 3 portes s'y ouvraient, 2 avec des boutons de porte en porcelaine, sale, et la 3e dépouillée de son système de fermeture dont ne restait que le trou. Bill saisit la première poignée, la tourna et poussa la porte. Bev, juste à côté de lui, leva la fronde. Ben suivit, imité par les autres, qui se massaient autour de Bill comme un vol de cailles apeuré. La pièce était une chambre, à en juger par le matelas taché qui en était le seul mobilier. Les ressorts d'un sommier disparu depuis longtemps avaient laissé leur empreinte sur la toile jaunâtre du matelas. De l'autre côté de la fenêtre, les tournesols s'inclinaient et hochaient la tête. « Il n'y a rien !» déclara Bill, au moment où le matelas se mit à s'agiter de gonflements rythmiques. Soudain, il se déchira par le milieu. Un fluide noir et gluant commença à s'en écouler, salissant le matelas, puis à se diriger vers la porte en étirant de longues vrilles poisseuses. « Ferme cette porte, Bill !» cria Richie. « Ferme cette putain de porte !» Bill la claqua violemment, les regarda à tous et hocha la tête. « Venez !» À peine avait-il touché le 2e bouton de porte, de l'autre côté cette fois de l'étroit corridor, que s'éleva derrière le contreplaqué un gémissement, comme un bourdonnement. Bill lui-même eut un mouvement de recul devant ce cri inhumain. Ben eut l'impression qu'il pouvait devenir fou. Il s'imaginait un grillon géant tapi derrière la porte, comme dans ces films où la radioactivité transforme les insectes en animaux géants. The Beginning of the Hand, peut-être, ou The Black Scorpion, ou encore celui sur les fourmis qui envahissent les égouts de Los Angeles. Il aurait été incapable de courir, même si cette horreur au bourdonnement rugueux avait fait éclater les panneaux de la porte et commencé à le caresser avec ses grandes pattes poilues. Il sentait Eddie à côté de lui qui respirait en hoquet entrecoupé. Le cri se fit plus aigu, sans rien perdre de son timbre de bourdonnement d'insectes. Bill recula d'un autre pas, pâle comme un linge, les yeux exorbités, les lèvres réduites à une cicatrice violette sous le nez. « Tire, Beverly !» s'entendit crier Ben. « Tire à travers la porte, tire avant qu'il nous chope !» La lumière qui tombait de la fenêtre sale, à l'autre bout du couloir, avait quelque chose de pesant et de fiévreux. Beverly tendit la fronde, comme une fille dans un rêve, tandis que le bourdonnement devenait plus fort, plus fort, plus fort. Mais avant qu'elle eût fini son mouvement, Mike lui cria « Non, non, ne tire pas, Bev! Seigneur! J'ai failli me faire avoir !» Chose incroyable, il riait en disant cela. Il s'avança, saisit la poignée et poussa. La porte se dégagea avec un bref grincement de son encadrement gonflé d'humidité. « C'est juste un sifflet à orignaux, un simple sifflet, c'est tout, un truc pour faire peur aux corbeaux. »
La pièce n'était qu'un cube vide. Sur le plancher gisait le cylindre d'une boîte de conserve vide dont les deux couvercles avaient été découpés. Au milieu, tendu sur deux axes fixés dans des trous percés sur les côtés, il y avait une corde enduite de cire. Bien qu'il n'y eût pas le moindre souffle d'air dans la salle, l'unique fenêtre fermée était en outre aveuglée de planches clouées n'importe comment, qui laissaient filtrer ici et là les rayons de soleil. Le bourdonnement provenait sans aucun doute de cette boîte. Mike entra et alla lui donner un vigoureux coup de pied. Le bourdonnement s'interrompit et la boîte valsa jusque dans le coin de la pièce. « Un vulgaire sifflet à orignaux, dit-il aux autres, comme s'il s'excusait. On en met contre les corbeaux. C'est rien qu'une blague minable. Je suis pas un corbeau. Il regarda Bill, et s'il ne riait plus, il souriait encore. J'ai toujours peur de ça, comme tout le monde, je suppose, mais ça a aussi peur de nous. Et à dire la vérité, je crois que ça a même une sacrée frousse. Moi aussi, je le crois, dit Bill. Ils se rendirent jusqu'à la dernière porte du corridor, et tandis que Ben regardait Bill introduire un doigt dans l'orifice de l'axe du bouton de porte absent, il comprit que c'était ici que tout allait se jouer. Ce n'était pas quelque stupide plaisanterie qui les attendait derrière cette porte. L'odeur ne faisait qu'empirer, et l'impression parfumée au tonnerre de deux puissances opposées tourbillonnant autour d'eux se faisait plus forte. Il jeta un coup d'œil à Eddie avec son bras en écharpe qui étreignait l'inhalateur de sa bonne main. Il regarda Bev de l'autre côté, qui, le visage de craie, tenait sa fronde comme l'os de chance d'un poulet. Il pensa « S'il faut nous enfuir, j'essaierai de te protéger, Beverly. Je jure que j'essaierai. » On aurait dit qu'elle avait senti sa pensée, car elle se tourna vers lui et lui adressa un sourire contraint que Ben lui rendit. Bill ouvrit la porte. Les gonds émirent un grincement sinistre, puis se turent. C'était une salle de bain, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quelqu'un a dû casser quelque chose là-dedans, fut la seule conclusion qui vint tout d'abord à l'esprit de Ben. Pas une bouteille de gnôle, mais quoi? Des éclats et des échardes de couleur blanche, parés d'inquiétants reflets, gisaient sur le sol, éparpillés partout. Puis il comprit, c'était l'énormité qui couronnait le tout. Il rit, imité par Richie. « On dirait que quelqu'un a lâché l'ancêtre de tous les paix, remarqua Eddie. Mike acquiesça avec un petit rire. Les débris blancs qui jonchaient le sol étaient des fragments de porcelaine. La cuvette des toilettes avait explosé. Le réservoir baignait dans une flaque d'eau et n'avait évité un effondrement total que parce qu'il se trouvait coincé dans un angle de la pièce où il était resté de guingois. Ils se regroupèrent derrière Bill et Beverly, leurs chaussures écrasant les restes de porcelaine. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais ces pauvres chiottes ont dégusté, pensa Ben. Il imagina Henry Bowers jetant 2 ou 3 de ses M80 dedans, rabaissant le couvercle et prenant la poudre d'escampette. En dehors de la dynamite, il ne voyait vraiment pas ce qui avait pu produire un tel cataclysme. Il y avait quelques débris plus gros, mais en bien petit nombre. Pour l'essentiel, on ne voyait que de minuscules éclats effilés et tranchants. Le papier mural, cascade de roses et elfes, comme dans le corridor, était grêlé de trous tout autour de la pièce. On aurait dit qu'il avait subi le feu d'un fusil de chasse tirant du petit plomb, mais Ben savait que ce n'était que des débris de porcelaine que la force de l'explosion a fait enfoncer dans le mur. Il y avait une baignoire trônant sur des pieds de griffon, avec des générations de crasses déposées entre les griffes grossières. Bill jeta un coup d'œil dedans et y découvrit un dépôt bourbeux, desséché, comme si, après une marée basse, la mer n'était jamais remontée. Une pomme de douche rouillée la surplombait. Un lavabo, surmonté d'une armoire à pharmacie aux portes entr'ouvertes, exhibant des étagères vides, s'appuyait contre un mur. On voyait des ronds couleur de rouille sur ces étagères, à l'endroit où avaient été posés des flacons et fioles. « Je ne m'approcherai pas trop de ce truc, grand Bill, fit Richie d'une voix tendue, et Ben tourna la tête. Bill se dirigeait vers le trou, dans le sol, au-dessus duquel s'était auparavant trouvé le siège des toilettes. Il s'inclina au-dessus, puis se retourna vers les autres. On entend le bruit des machines de pompage, comme dans les friches. Bev se rapprocha de Bill et Ben la suivit. Oui, il pouvait l'entendre, ce bourdonnement régulier. Sauf que l'écho qui se répercutait dans la tuyauterie n'évoquait nullement un bruit de machine. Ce bourdonnement semblait émis par quelque chose de vivant. « C'est de là qu'il vient, » dit Bill. Il avait toujours la figure d'une pâleur mortelle, mais une lueur d'excitation brillait dans ses yeux. « C'est de là qu'il est venu ce jour-là, et c'est de là qu'il est toujours venu. Des tuyaux d'évacuation. » Richie rectifia. « On était dans la cave, mais ce n'est pas de là qu'il est arrivé, puisqu'il est descendu par l'escalier. »« Et c'est ça qui a provoqué cette explosion ?» demanda Beverly. « À mon avis, il est très pressé, » répondit gravement Bill.
Ben regarda dans le conduit. Il faisait 30 centimètres de diamètre et était aussi noir qu'un puits de mine. Une croûte de matière dont il préférait ignorer la provenance exacte recouvrait la paroi intérieure de la céramique. Le bourdonnement sourd avait quelque chose d'hypnotique, et soudain il vit quelque chose, non pas avec ses yeux matériellement, mais avec un sens profondément enfoui dans son esprit. Ça se précipitait vers eux, se déplaçant à la vitesse d'un train express, remplissant d'un bord à l'autre le sombre conduit. C'était sous sa forme réelle, quelle qu'elle fût, que ça fonçait maintenant. Ça prendrait une forme tirée de leur esprit le moment venu. Ça venait des noires catacombes, de son antre ignoble sous la terre, une lueur féroce de prédateur dans ses yeux d'un jaune verdâtre. Ça venait. Puis, tout d'abord, comme deux étincelles, Ben aperçut ses yeux dans l'obscurité. Ils prirent forme, flamboyants, mauvais. Un autre son vint se superposer au bourdonnement de la machine. Ouh. L'ouverture déchiquetée de l'évacuation éructa une odeur nauséabonde, et il fit un bond en arrière, toussant et s'étouffant. « Ça vient !» hurla-t-il. « Je l'ai vu, Bill. Ça vient !» Beverly mit la fronde en position. « Bien, dit-elle. » Ce fut une explosion à la bouche de la tuyauterie. Ben, lorsqu'il tenta plus tard de se souvenir de cette première confrontation, n'arriva à se rappeler que d'une vague forme couleur orange argentée et changeante. Elle n'avait rien d'un spectre, elle était solide, mais il sentait la présence d'autre chose, d'une forme ultime derrière ça, si ce n'était que ses yeux ne pouvaient saisir ce qu'il voyait, en tout cas pas avec précision. C'est alors que Richie trébucha en reculant, une expression de terreur répandue sur le visage, et se mit à répéter en s'égosillant « Le loup-garou, Bill! Le loup-garou! C'est le loup-garou !» Et soudain, cette forme devint réelle pour Ben et pour tous les autres. Le loup-garou se tenait au-dessus de l'évacuation, un pied posé sur chaque bord. Au milieu de ce visage animal, des yeux les regardaient, ou plutôt les fusillaient. Ses babines se retroussaient en une écume d'un blanc jaunâtre et se mit à dégouliner entre ses crocs. Il émit un hurlement assourdissant. Ses bras se tendirent en direction de Beverly et les manches de son blouson d'étudiant remontèrent sur ses avant-bras couverts de poils. Son odeur brûlante et brutale avait quelque chose de meurtrier. Beverly hurla à son tour. Ben la saisit par le dos de sa blouse et tira si violemment que les coutures cédèrent sous les bras. Une main griffue vint balayer l'air à l'endroit exact où elle se trouvait l'instant auparavant. Beverly partit à reculons et en trébuchant contre un mur. L'habit d'argent surgit du cuir de la fronde, brillant pendant une brève seconde avant de tomber vers le sol. Mike, rapide comme l'éclair, la rattrapa au moment où elle l'effleurait et la lui rendit. « Descends-moi ça, ma poulette !» dit-il d'une voix parfaitement calme, presque sereine. « Descends-moi ça, tout de suite !» Le loup-garou poussa un deuxième rugissement, encore plus assourdissant que le premier, qui se transforma en un ululement à faire dresser les cheveux sur la tête, le museau tourné vers le plafond. Puis le ululement devint un rire. Il tendit un bras vers Bill au moment où celui-ci se tournait pour regarder Beverly. Ben lui donna une bourrade pour l'écarter et Bill alla s'étaler. « Tire, Bev !» brailla Richie. « Pour l'amour de Dieu, tire !» Le loup-garou fit un bond en avant et pour Ben il fut évident, sentiment qu'il conserva toujours, qu'il savait parfaitement qui était le chef de leur groupe. C'est sur Bill qu'il se jeta. Beverly tendit sa fronde et tira. La bille fila dans une mauvaise direction, mais le miracle de la trajectoire qui s'incurvait ne se produisit pas. Elle manqua ça de plus de 30 centimètres et fit un trou dans le papier mural au-dessus de la baignoire. Bill, les bras saupoudrés de débris de porcelaine et saignant par une douzaine de plaies différentes, lança une malédiction tonitruante. Le loup-garou tourna brusquement la tête. Il examina Beverly de ses yeux verts brillants. Sans réfléchir, Ben alla se placer devant elle, tandis qu'elle fouillait dans sa poche pour prendre la deuxième bille d'argent. Elle portait un jean trop serré. Il ne s'agissait pas de provocation de sa part, c'était simplement comme ça, comme pour le short un peu trop court qu'elle portait le jour de la mort de Patrick Huckstetter. Ses doigts glissèrent une première fois sur la bille d'argent. Elle la saisit de nouveau, retourna sa poche en tirant et éparpilla 14 cents, 2 billets d'entrée usagés pour l'Aladin et une certaine quantité de ces débris mystérieux qui s'accumulent dans les coutures des poches. Le loup-garou s'avança alors sur Ben, qui se tenait devant elle, protecteur, et lui bloquait son angle de tir. Ça tenait sa tête avec l'attitude prédatrice et mortelle de l'attaque. Ses mâchoires claquaient. Ben le frappa à l'aveuglette. Dès cet instant, aurait-on dit, il n'y eut plus de place pour la terreur dans ses réactions. Il ressentait au contraire une sorte de colère lucide, mêlée d'une immense stupéfaction, et avait le sentiment que, de manière incompréhensible, le temps venait brusquement de s'arrêter. Ses mains s'enfoncèrent dans un crin épais. Sa fourrure, pensa-t-il, je touche la fourrure de ça, sous lequel il sentit les os épais du crâne.
Il repoussa de toute sa force cette bête lupine sans le moindre effet. S'il n'avait pas trébuché en arrière, allant heurter le mur, la chose lui aurait ouvert la gorge d'un coup de dent. Ça vint sur lui, le flamboiement jaunâtre rallumé dans ses yeux verts, rugissant à chaque respiration. Il dégageait une puanteur d'égout, mais aussi de quelque chose d'autre, odeur sauvage et néanmoins désagréable de noisettes pourrissantes. L'une de ses lourdes pattes s'éleva et Ben l'esquiva du mieux qu'il put. Les grosses griffes ouvrirent des sillons dans le papier mural ainsi que dans le plâtre en dessous, aussi mou que du fromage. Il entendit vaguement Richie qui hurlait quelque chose, tandis qu'Eddie, d'une voix suraiguë, disait à Beverly de tirer sur ça. Mais Beverly ne tirait pas. Cette bille était sa dernière chance, mais peu importait, il s'agissait de n'avoir besoin que de celle-là. Sa vision acquit soudainement une froide clarté, un phénomène unique qui ne se reproduisit jamais pour elle. Toute chose lui apparaissait avec précision absolue dans ces 3 dimensions. Elle maîtrisait chaque nuance colorée, chaque angle, chaque intervalle d'espace. Sa peur s'était évanouie. Elle n'a éprouvé que cette simple convoitise du chasseur pour la consommation finale quand il est sûr de son coup. Son pouls s'était ralenti. Le tremblement hystérique qui avait agité la main qui étreignait la bull's-eye cessa pour laisser la place à une saisie ferme et assurée. Elle inspira profondément et on aurait dit que ses poumons ne se rempliraient jamais complètement. Lointain et vague, le bruit lui parvint de petites explosions. Peu importait. Elle se tourna vers la gauche, attendant que la tête improbable du loup-garou tombât exactement au milieu de la fourche de la fronde et du V étiré des 2 gros élastiques. Toute griffe dehors, la patte s'abattit de nouveau. Ben fit ce qu'il put pour y échapper, mais se retrouva brusquement pris dans une poigne puissante qui se mit à le secouer, comme s'il n'était qu'une poupée de chiffon. Les lourdes mâchoires s'ouvrirent en claquant. « Salopard !» Ben enfonça un pouce dans l'un des yeux de Ça, qui poussa un mugissement de douleur, tandis que de son autre patte il déchirait la chemise du garçon. Celui-ci rentra le ventre tant qu'il put, mais l'une des griffes ouvrit une longue entaille brûlante sur son buste. Du sang s'écoula sur son pantalon, ses chaussures de sport et jusque sur le sol. Le loup-garou le jeta alors dans la baignoire. Ben se cogna la tête, vit des étoiles, se débattit pour reprendre la position assise et s'aperçut qu'il avait du sang partout. Le loup-garou fit brusquement demi-tour. Avec toujours la même lucidité démente, Ben remarqua qu'il portait un jean Lévi-Strauss décoloré dont les coutures avaient craqué. Un gros mouchoir rouge raide de mucosité, du genre de ceux qui servent de foulard aux mécaniciens de locomotive, pendait de sa poche arrière. Sur le dos de son blouson d'université, on lisait « Équipe des tueurs du lycée de Derry » et en dessous « Gripsou » et au milieu un numéro 13. Ça s'attaqua de nouveau à Bill, qui s'était remis debout, appuyé contre le mur. Il le regardait sans ciller. « Mais tire donc, Beverly !» hurla de nouveau Richie. « Bip bip, Richie !» s'entendit-elle répondre d'une distance qui s'évaluait au moins en milliers de kilomètres. Et la tête du loup-garou s'encadra soudain dans la fourche de la fronde. Elle cacha l'un des yeux verts avec le cuir et lâcha. Elle ne ressentit pas la moindre secousse. Elle avait tiré avec autant de souplesse et de naturel que le jour où ils s'étaient tous entraînés dans la décharge à viser des vieilles boîtes de conserve pour voir qui serait le meilleur. Ben eut tout juste le temps de penser « Oh, Beverly, si tu le rates cette fois, on est tous foutus, et je ne veux pas crever dans cette baignoire immonde dont je ne peux pas sortir. » Mais elle ne le manqua pas. Un œil rond, non pas vert mais d'un noir absolu, s'ouvrit soudain haut dans son museau. Elle avait frappé à moins de 2 centimètres à peine de l'œil droit qu'elle avait visé. Son cri, un cri presque humain où se mêlaient surprise, douleur, peur et rage, fut assourdissant. Ben en eut les oreilles qui tintèrent, puis le trou noir parfaitement rond disparut, inondé de sang. Un sang qui ne coulait pas simplement, mais jaillissait de la plaie, comme jaillit l'eau d'une conduite forcée. Le jet noya le visage et les cheveux de Bill sous un flot de sang. « Ça n'a pas d'importance, pensa follement Ben. Ne t'en fais pas, Bill. Personne ne pourra le voir quand nous serons sortis d'ici. Mais si nous en sortons jamais. » Bill et Beverly avancèrent sur le monstre, tandis que derrière eux, d'une voix hystérique, Richie criait « Tire encore, Beverly! Tue ça !»« Tue ça !» rugit à son tour Mike. « Oui, tue ça !» fit Eddie de sa voix aiguë. « Tue ça !» gronda Bill, la bouche étirée en un arc renversé par son ricanement. De la poussière de plâtre d'un blanc jaunâtre striait ses cheveux roux. « Tue ça, Beverly! Ne le laisse pas s'échapper !»« Plus de munitions ?» pensa alors Ben. « Plus une seule bille ? De quoi parlez-vous donc ?» Mais il regarda Beverly et comprit. Si son cœur ne lui avait déjà appartenu, il aurait été instantanément conquis ce jour-là. Elle avait de nouveau tendu la fronde. Ses doigts refermés sur le cuir dissimulaient le fait qu'il était vide. « Tue ça !» cria à son tour Ben en se hissant maladroitement par-dessus le rebord de la baignoire. Son jean et son caleçon étaient imbibés de sang.
Il n'avait aucune idée de la gravité de sa blessure. L'impression de brûlure avait été fugitive, et depuis la plaie ne lui faisait pas très mal, mais il pissait une impressionnante quantité de sang. Les yeux verdâtres du loup-garou allaient de l'un à l'autre. On y lisait maintenant autant d'incertitude que de souffrance. Un flot de sang coulait sur le devant de son blouson. Bill Denbrough sourit, un sourire doux, plutôt charmant, à condition de ne pas regarder ses yeux. « Tu n'aurais jamais dû toucher à mon frère, dit-il. Envoie-moi cette ordure au diable, Beverly. » L'incertitude quitta le regard de la créature. Ça les croyait maintenant. Avec un mouvement souple et gracieux, ça tourna et plongea dans le trou d'évacuation, se transformant pendant l'opération. Le blouson du lycée de Derry se fondit dans son pelage, lequel perdit toute couleur. La forme de son crâne s'allongea, comme s'il avait été fait de cire, qui serait en train de s'assouplir et de fondre. Sa silhouette générale changea. Pendant un instant, Ben crut bien qu'il avait été sur le point de voir quelle était réellement sa forme, et il sentit son cœur s'arrêter dans sa poitrine tandis qu'un hoquet bloquait sa respiration. « Je vous tuerai tous !» rugit une voix dans l'évacuation. Une voix épaisse, sauvage, nullement humaine. « Tuerai tous, tuerai tous, tuerai tous !» Les mots s'estompèrent, se brouillèrent, diminuèrent, s'éloignèrent, et finirent par se fondre avec le ronronnement bas et grave des stations de pompage qui emplissaient les conduits. La maison parut reprendre sa position, avec un choc aux limites de l'audible, mais elle ne reprenait pas simplement position, se rendit compte Ben. D'une manière étrange, elle rétrécissait, retrouvait sa taille normale. La magie employée par ça pour faire paraître plus grande la maison du 29 Nelbot Street ne jouait plus. La maison se rétracta comme un élastique. Ce n'était plus qu'une baraque ordinaire maintenant, sentant le moisi et pourrissante, une baraque sans mobilier, où les ivrognes et les clochards venaient parfois boire, parler et dormir à l'abri de la pluie. Ça était parti. Dans son sillage, le silence paraissait très bruyant. « Il faut qu'on sorte d'ici, dit Bill. Il se dirigea vers Ben, qui essayait de se relever, et saisit l'une des mains qu'il lui tendait. Beverly se tenait près du trou d'évacuation. Elle s'examina, et toute la froideur qui s'était emparée d'elle disparut, emportée par une vague qui la drapa d'une chaleur retrouvée. Elle avait réellement pris une très profonde inspiration. Les petits bruits d'explosion qu'elle avait vaguement entendus étaient venus des boutons de sa blouse qui, tous, sans exception, avaient sauté. Les pans s'étaient écartés et révélaient nettement sa poitrine naissante. Elle les referma vivement. « Richie, dit Bill, viens m'aider avec Ben. » Richie obtempéra, imité par Mike et Stan. À tous les quatre, ils remirent Ben sur ses pieds. Eddie était allé rejoindre Beverly et avait passé maladroitement un bras autour de ses épaules. « Tu as été formidable, lui dit-il. » Elle éclata en larmes. Ben fit deux grandes enjambées titubantes jusqu'au mur, contre lequel il s'appuya pour ne pas s'effondrer de nouveau. La tête lui tournait comme si elle était trop légère. Le monde perdait ses couleurs pour les retrouver l'instant d'après, et il se sentait sur le point de vomir. Puis il eut le bras de Bill autour de ses épaules, solide et réconfortant. « Est-ce que c'est grave, meule de foin ?» Ben s'obligea à regarder son estomac. Il trouva qu'accomplir ces deux gestes, ployer le cou et ouvrir les pans de sa chemise, lui demandait plus de courage que ce qu'il lui en avait fallu pour rentrer dans la maison. Il s'attendait à voir ses entrailles pendre comme un pis grotesque. Au lieu de cela, il s'aperçut que le flot de sang s'était presque tari et se réduisait à un filet paresseux. L'entaille faite par le loup-garou était longue et assez profonde, mais pas mortelle apparemment. Richie s'était approché. Il examina les staphylades qui suivaient un tracé sinueux sur la poitrine de Ben et venaient mourir sur le renflement supérieur de sa bedaine. Puis il leva les yeux, l'expression sévère sur son ami. « Un peu plus, et il se taillait des bretelles dans tes tripes, meule de foin. Tu savais ça ?»« Oh, arrête tes conneries, Richie. » Les deux garçons se regardèrent, songeurs, pendant un long moment, puis éclatèrent en même temps d'un rire hystérique, s'arrosant mutuellement de postillons. Richie prit Ben dans ses bras et lui donna des claques dans le dos. « Nous l'avons eu, meule de foin, nous l'avons eu !»« Non, nous ne l'avons pas eu, » corrigea Bill, la mine sévère. « C'est de la chance que nous avons eu. Barrons-nous d'ici avant qu'il décide de revenir. »« Mais où ?» demanda Mike. « Dans les friches. » Beverly s'approcha d'eux, retenant toujours sa blouse par la main. Elle avait les joues écarlates. « Au club ?» Bill acquiesça. « Est-ce que quelqu'un peut me passer une chemise ?» demanda-t-elle, rougissant de plus belle. Bill lui jeta un coup d'œil, et le sang lui monta brusquement au visage. Il détourna à la hâte son regard, mais cet instant avait suffi pour que Ben comprenne et ressente de la jalousie.
Oui, il avait suffi de cette brève seconde pour que Bill prenne conscience d'elle d'une manière que jusqu'ici seul Ben avait perçue. Les autres aussi avaient regardé et détourné les yeux. Richie se mit à tousser, la main devant la bouche. Stan devint tout rouge, et Mike Hanlon recula d'un ou deux pas, comme si la vue du renflement latéral de cette petite poitrine que la main de Beverly ne dissimulait pas entièrement lui avait fait peur. Beverly releva la tête, secouant ses cheveux ébouriffés pour les rejeter en arrière. Elle rougissait toujours, mais son visage n'en était pas moins ravissant. « J'y peux rien si je suis une fille, dit-elle, et si je commence à changer du haut. Bon, alors, est-ce que quelqu'un veut bien me prêter sa chemise ?»« Bien sûr, dit Bill, qui fit passer son t-shirt blanc par-dessus sa tête, découvrant une poitrine étroite, des côtes bien visibles et des épaules couvertes de taches de rousseur. « Tiens !»« Merci, Bill, dit-elle. Et pendant un court instant, brûlant, fumant, leurs regards se rencontrèrent. Bill ne détourna pas les yeux cette fois, son expression était ferme, adulte. « Avec plaisir, dit-il. »« Bonne chance, grand Bill, songea Ben, qui se tourna pour ne plus voir ce regard. Il lui faisait mal en un endroit bien plus profond que ce que serait capable d'atteindre n'importe quel vampire ou loup-garou. Mais cela ne l'empêchait pas de ressentir quelque chose comme un sentiment de propriété. Il ignorait par quelle expression le traduire, mais l'idée en était claire. Les observer pendant qu'ils se regardaient ainsi aurait été aussi indécent que de regarder les seins de Beverly pendant qu'elle lâchait les pans de sa blouse pour enfiler le t-shirt de Bill. Puisqu'il faut qu'il en soit ainsi. Mais jamais tu ne l'aimeras comme moi. Jamais. Le t-shirt de Bill lui descendait presque jusqu'aux genoux. Sans le jean qui y dépassait, on aurait pu croire qu'elle ne portait qu'une petite culotte en dessous. « Partons, répéta Bill. Je ne sais pas pour vous, les mecs, mais moi, j'en ai ma claque pour la journée. » Tous en avaient leur claque. Une heure plus tard, ils se retrouvaient tous dans le club souterrain, fenêtres et trappes ouvertes. Il faisait frais à l'intérieur, et le silence qui régnait ce jour-là sur les friches était une bénédiction. Ils restaient assis, ne parlant guère, chacun perdu dans ses propres pensées. Richie et Bev firent circuler un paquet de Marlboro. Eddie prit une petite giclée de son inhalateur. Mike éternua à plusieurs reprises et s'excusa. Il expliqua qu'il prenait froid. « C'est la seule cosa que t'es capable de prendre, Seigneur, » dit Richie, mais le cœur n'y était pas vraiment. Ben continuait d'attendre que l'intermède délirant de la maison de Nelbert Street prenne les nuances atténuées d'un rêve. Le souvenir va s'éloigner et s'éparpiller, songea-t-il, comme un cauchemar. On se réveille, haletant et en sueur, mais un quart d'heure plus tard, on ne se rappelle même pas que l'on vient de rêver. Le phénomène, cependant, ne se produisit pas. Tout ce qui s'était passé, depuis le moment où il avait dû forcer son chemin par la fenêtre de la cave, jusqu'à celui où Bill s'était servi de l'unique chaise de la cuisine pour démolir une fenêtre afin qu'il puisse sortir, tout était resté fixé, clair et précis, dans sa mémoire. Il ne s'était pas agi d'un rêve. La blessure sur son ventre et sa poitrine, avec son sang figé, n'était pas un rêve, et peu importait que sa mère la vît ou non. Finalement, Beverly se leva. « Il faut que je rentre à la maison. Je veux me changer avant que ma mère rentre. Si elle me voit avec un t-shirt de garçon, elle va me tuer. »« Tais-toi, señorita. Si, mais lentement. »« Bip, bip, Richie. » Bill la regardait, l'air grave. « Je te rendrai ton t-shirt, Bill. » Il acquiesça avec un geste de la main pour signifier que c'était sans importance. « Tu ne vas pas te faire attraper si tu rentres comme ça chez toi ?» demanda-t-elle. « Non, c'est à peine s'il me remarque quand je suis là. » Beverly hocha la tête et se mordit la lèvre inférieure. Elle avait 11 ans et était grande pour son âge et tout simplement ravissante. « Qu'est-ce qu'on va faire, Bill ?»« Je sais pas. Ce n'est pas terminé, hein ?» Bill secoua la tête. « Il va vouloir plus que jamais nous avoir maintenant, » remarqua Ben. « D'autres billes d'argent ?» lui demanda-t-elle. Il se rendit compte qu'il avait toutes les peines du monde à soutenir son regard. « Je t'aime, Beverly. Laisse-moi au moins cela. Tu peux avoir Bill, tout le monde, tout ce que tu veux, mais laisse-moi continuer de t'aimer, c'est tout. Je crois que ce sera suffisant. »« Je ne sais pas, dit Ben. On pourrait bien, mais... » Il ne finit pas sa phrase et haussa les épaules. Il n'arrivait pas à expliquer ce qu'il éprouvait, se sentait incapable de trouver les mots pour le dire, que c'était comme dans un film d'horreur et pourtant pas vraiment. La momie lui avait paru différente à certains points de vue, des points de vue qui confirmaient sa réalité fondamentale. Il en allait de même avec le loup-garou. De cela, il pouvait témoigner, car il l'avait vu en un gros plan paralysant qui n'était pas du cinéma, même pas en cinémascope, même pas en relief. Il avait plongé les mains dans l'écrin ébouriffé de son pelage. Il avait aperçu une petite lueur orange maléfique, comme un pompon,
brillaient dans l'un de ses yeux verts. Ces choses étaient, comment dire, des rêves concrétisés. Et une fois que de tels rêves accédaient à la réalité, ils échappaient à la maîtrise du rêveur et acquéraient une autonomie mortelle leur permettant d'agir indépendamment. La bille d'argent avait été efficace parce qu'ils partageaient tous les 7 la conviction absolue qu'elle le serait. Mais elle n'avait pas tué ça. Et la prochaine fois, ça se présenterait sous une autre forme sur laquelle les billes d'argent seraient sans aucun pouvoir. Le pouvoir, pensa Ben en regardant Beverly. Tout allait bien maintenant. De nouveau, les yeux de la fillette et de Bill s'étaient croisés, et ils se regardaient, perdus en un même songe. Cela ne dura que quelques instants, qui parurent très longs à Ben. On en revient toujours au pouvoir. J'aime Beverly Marsh, et elle détient un pouvoir sur moi. Elle aime Bill Denbrough, et il détient un pouvoir sur elle. Mais, je crois, il commence à l'aimer. Peut-être cela est-il venu de son visage, de l'expression qu'elle a eue quand elle a dit qu'elle n'y pouvait rien si elle était une fille. Peut-être était-ce d'avoir aperçu l'un de ses seins pendant une seconde. Peut-être était-ce simplement son aspect dans un certain éclairage, ou ses yeux. Mais ça n'a pas d'importance. S'il commence à l'aimer, elle commence aussi à détenir un certain pouvoir sur lui. Superman a du pouvoir, sauf lorsqu'il y a de la kryptonite dans le secteur. Batman a du pouvoir, mais malgré tout, il ne peut ni voler ni regarder à travers les murs. Ma mère détient du pouvoir sur moi, et son patron à l'usine détient du pouvoir sur elle. Tout le monde en détient. Tout le monde en détient un peu, sauf peut-être les petits-enfants et les bébés. Puis il se fit la remarque que même les petits-enfants et les bébés détenaient du pouvoir. Ils pouvaient pleurer jusqu'à ce que l'on agisse pour les faire taire. « Ben, l'interpella Beverly, le chat a mangé la langue ? Comment ? Non, je réfléchissais au pouvoir des billes. » Bill l'observait attentivement. « Je me demandais d'où leur venait ce pouvoir, dit Ben. »« Il commença Bill, qui ne poursuivit pas. Son visage prit une expression songeuse. « Cette fois, il faut vraiment que je parte, dit Beverly. On se revoit tous, hein ? » Bien sûr, dit Stan. Reviens demain. On cassera le 2e bras d'Eddie. Tout le monde rit, et Eddie fit semblant de lancer son inhalateur sur Stan. Eh bien, salut, dit Beverly en se hissant par la trappe. Ben regarda Bill et s'aperçut qu'il ne s'était pas joint au rire des autres. Il arborait toujours la même expression songeuse, et Ben comprit qu'il allait devoir l'appeler 2 ou 3 fois avant d'obtenir une réponse. Il savait à quoi pensait Bill. Il y penserait lui-même au cours des jours à venir. Pas tout le temps, non. Il y aurait le linge à étendre et à rentrer pour sa mère, les jeux dans les friches et des parties démentes de Monopoly au cours des 4 premiers jours d'août à cause de la pluie battante dans la maison de Richie Tosier. Sa mère lui annoncerait que Pat Nixon était à son avis la plus jolie femme des États-Unis et aurait une réaction horrifiée lorsque Ben porterait son choix sur Marilyn Monroe. En dehors de la couleur des cheveux, il trouvait que Bev ressemblait à Marilyn Monroe. Il aurait le temps de dévorer toutes les confiseries sur lesquelles il pourrait mettre la main, Twinkies, Ring-Dings, Devil Dogs, et le temps de rester assis sous le porche à lire Lucky Star on the Moons of Mercury. Il aurait le temps pour toutes ces choses pendant que guérirait la blessure sur son buste et sur son ventre, se transformant en une cicatrice qui se mettrait à le démanger, parce que la vie continuait, et qu'à 11 ans, aussi brillant et doué que l'on soit, on n'a pas encore le sens des perspectives. Il pouvait continuer à vivre après ce qui s'était passé au 29 Nelbot Street. Le monde, après tout, était rempli de merveilles. Mais il y avait ces étranges moments, ces arrêts dans le temps, pendant lesquels il exhumait de nouveau les questions pour les examiner. Le pouvoir des billes, le pouvoir de l'argent. D'où un tel pouvoir pouvait-il provenir ? D'où provenait le pouvoir, quelque forme qu'il prit ? Comment l'obtenait-on ? Comment s'en servait-on ? Il lui semblait que c'était leur vie même qui dépendait peut-être de la réponse à ces questions. Une nuit, alors que le sommeil commençait à le gagner et tandis que la pluie produisait son crépitement régulier et apaisant sur le toit et contre les fenêtres, il lui vint à l'esprit qu'il existait une autre question, laquelle était peut-être la seule question au fond. Ça possédait une forme réelle. Il avait presque réussi à voir ça sous cette forme ultime. Voir sa forme était découvrir son secret. Cela était-il également vrai du pouvoir ? C'était possible, car n'était-il pas vrai que le pouvoir, comme ça, avait le don de transformation ? Qu'il s'agisse d'un bébé se mettant à pleurer au milieu de la nuit, d'une bombe atomique, d'une bille d'argent, de la manière dont Beverly regardait Bill ou de la manière dont celui-ci lui rendait son regard. En fin de compte, le pouvoir, qu'est-ce que c'était exactement ? Rien de bien remarquable ne se produisit au cours des 2 semaines suivantes.